Pierre Joannet, merci de nous rendre visite. Je vous présente Pierre Joannet, professeur de médecine, membre de l'Académie nationale de médecine, qui a été président ou directeur général, je ne sais plus, des SECOS, qui s'est beaucoup intéressé à la médecine procréative. La loi de bioéthique est en train d'être révisée au Parlement et il a semblé utile à la libre pensée d'entendre le point de vue d'une personne qui est particulièrement qualifiée dans ce domaine. Étant entendu que nous avons été entendus par la commission spéciale de l'Assemblée nationale, que nous avons noté un certain nombre au moins une avancée sur la PMA pour toutes, avec des réserves sur les modalités de prise en compte de la filiation de ces enfants. Il y a un autre domaine pour lequel on a beaucoup travaillé avec vous notamment, c'est celui de la recherche sur l'embryon, pour lequel le cadre juridique n'évolue pas. Au contraire, il risque d'être plus inquiétant qu'il ne l'était par le passé. Je pense que vous nous expliquerez les raisons pour lesquelles il y a des raisons de s'inquiéter. Alors je propose qu'on discute de deux sujets principalement. La loi en comporte d'autres. La procréation médicalement assistée et notamment le problème de la filiation, le problème de la gestation pour autrui si vous le souhaitez, et puis le sujet de la recherche sur l'embryon dans la mesure où ça conditionne l'évolution de la recherche scientifique dans ce domaine, en sachant que la libre pensée est très attachée à la liberté scientifique. Voilà, et peut-être aurez-vous à signaler des sujets qui, selon vous, mériteraient d'être dans la loi et qui ne le sont pas. Et ce sera peut-être la dernière partie de notre discussion. Alors sur la PMA, la GPA, quelles sont vos... Oui, enfin, si vous le permettez, d'abord je voudrais faire une réflexion générale sur la loi. Nous en sommes à la quatrième loi relative à la bioéthique. La première a été votée en 1994, elle a été révisée en 2004, puis en 2011, et puis actuellement, il y a un projet de loi qui est en cours de discussion au Parlement, et qui correspond d'ailleurs au quatrième texte à la bioéthique. Je trouve que c'est très bien de pouvoir discuter périodiquement d'un certain nombre de sujets en fonction de l'évolution de la science, l'évolution de la médecine, l'évolution de la société. Mais je pense que le système tel qu'il fonctionne actuellement offre des inconvénients. Quand on regarde le texte du projet de loi qui est en cours de discussion, on se rend compte qu'il concerne des sujets très variés de la médecine et de la recherche. Ça va de la PMA, comme on l'a dit, la recherche de l'embryon, mais le projet de loi concerne aussi la génétique, les recherches faites en génétique, concerne aussi les transplantations d'organes, concerne aussi les neurosciences. Et donc, on a un grand nombre de sujets qui sont inscrits dans cette loi, qui sont très différents les uns des autres, avec des questions éthiques et des questions sociales et des questions médicales qui sont différentes les unes des autres. Et donc, mettre tout ça dans un même projet de loi fait qu'à mon avis, on ne va jamais au fond des choses. On ne peut pas traiter correctement chacun des sujets. Et moi, je trouve que si on continue comme ça, on vote des lois qui finalement ne correspondent jamais aux situations, doivent toujours être prises et que c'est vraiment dommageable. Je trouve que ce serait mieux d'avoir des lois par bloc, par type de sujet, qui soient traitées de manière plus approfondie. Donc
Ça, c'est un premier point qui, pour moi, pose problème avec la loi actuelle et avec la manière dont les choses se passent. La deuxième réflexion générale que j'ai envie de faire à propos du projet de loi, qui porte sur les questions d'éthique, éthique de la recherche, éthique des pratiques médicales, c'est qu'on a une évolution qui est marquée de plus en plus pour moi par ce que j'appellerais une conception administrative de l'éthique. C'est-à-dire que cette loi n'arrête pas d'empiler des dispositions législatives et après des dispositions réglementaires qui font que un certain nombre de pratiques sont complètement encadrées, mais je dirais pas verrouillées par tout un corpus de règlements, de dispositions administratives, et qui reflètent une curieuse conception des choses, parce qu'on se rend compte que finalement, avec tout ce qui est mis en place, ça a deux inconvénients. C'est qu'il n'y a aucun respect pour les personnes qui ont recours à ces pratiques médicales, et qu'on ne leur fait pas confiance. On ne leur fait pas confiance sur leur capacité à pouvoir choisir d'avoir un enfant de telle ou telle manière, choisir de faire des transplantations d'organes, etc. Et que donc, on a l'impression qu'il n'y a plus aucune liberté de chacun de pouvoir utiliser les évolutions de la médecine et les techniques médicales, et que ce sont des règlements et des contrôles administratifs qui font tout. Et même chose pour les professionnels, même chose pour les médecins et les chercheurs. On a l'impression qu'il n'y a aucune confiance dans la capacité des médecins et des chercheurs d'exercer leur responsabilité. Je crois que, bien sûr, il faut qu'il y ait le respect d'un certain nombre de principes éthiques fondamentaux qui devraient être définis par la loi, mais on finit par avoir toute une série de dispositions qui pinaillent de plus en plus sur un certain nombre de choses, et où finalement le médecin ou le chercheur n'a plus le moyen d'exercer sa responsabilité, sa capacité d'appréciation. Et quand on voit les différents projets de loi qui ont été votés ou qui sont proposés comme l'année dernière depuis 25 ans, on se rend compte qu'il y a cet enfermement administratif de la pratique médicale et de la recherche qui est de plus en plus fort. Et moi, en tant qu'ancien praticien, je ne pratique plus aujourd'hui, je trouve que ceci est assez inquiétant pour l'avenir si ça se passe comme ça. Alors, c'est plus marqué dans certains domaines que dans d'autres, mais c'est notamment évident pour les dispositions qui concernent la PMA, dont vous vouliez qu'on parle. Alors, on peut dire que oui, ce projet de loi offre une ouverture dans la mesure où il va autoriser toutes les femmes à pouvoir recourir à la PMA, et à la PMA avec don de sperme en particulier, quelle que soit leur situation familiale, c'est-à-dire quelle que soit leur orientation sexuelle. Et aussi bien les femmes qui vivent en couple hétérosexuel, ce qui était le cas avant, pourront avoir recours à la PMA, mais aussi les femmes qui vivent en couple de même sexe, les femmes homosexuelles, ou les femmes seules, à qui on interdisait auparavant d'avoir recours à la PMA. Mais cette interdiction, d'ailleurs, ne les empêchait pas de le faire quand même. Soit elles allaient à l'étranger, soit elles avaient recours à des circuits clandestins en France, et donc elles le faisaient dans de mauvaises conditions médicales, économiques, sociales. Et donc c'est vrai que la levée de cette interdiction est un progrès. Mais en même temps, dans ce projet de loi, cette possibilité d'avoir des enfants de cette manière était encadrée par des dispositions réglementaires que je trouve contre la responsabilité des personnes concernées. L'exemple le plus marquant de cela, c'était par exemple, je crois que ça a été d'ailleurs finalement abandonné dans la discussion, mais c'était dans le projet de loi initial présenté par le gouvernement, c'est qu'il était dit que quand un enfant serait conçu par don de sperme, le fait qu'il soit conçu par don de sperme allait être inscrit sur l'acte de naissance. C'est-à-dire qu'on allait créer une disposition administrative qui permettrait à l'enfant de savoir qu'il a été conçu par don de sperme. Une forme de discrimination. Comment ? C'est une forme de discrimination. Alors c'est aussi une discrimination, mais pour moi c'est aussi,
veux dire, un manque de confiance absolue dans les personnes qui ont des enfants de cette manière-là. C'est-à-dire que quand un couple hétérosexuel, un couple de femmes ou une femme seule décide d'avoir recours à la médecine pour procréer et faire appel à un don, un des enjeux principaux qui se posent à elle, en dehors du fait de devenir enceinte et d'avoir un enfant, c'est quel type d'informations les parents vont donner à l'enfant. Comment ils vont lui dire qu'il a été conçu par don de sperme. Comment tout ça va se passer. C'est effectivement un des points importants et qui, par exemple, dans les échos, faisait l'objet de beaucoup d'échanges, de discussions dans les entretiens qu'on avait avec les couples. Eh bien, dans la loi, on n'accorde aucune importance à ça, puisqu'on prévoit une mesure administrative pour que l'enfant sache qu'il a été conçu par don de sperme. Donc, je trouve que cette manière de procéder était à la fois discriminante, comme vous le dites, mais aussi, je dirais, déshumanisante, dans la mesure où on ne fait plus confiance aux personnes pour pouvoir gérer cette situation particulière. Et en ce qui concerne la levée de l'anonymat, qui est une des dispositions corollaires, si je puis dire, de la PMA, qu'en pensez-vous, qui avez dirigé les SECOS? Les SECOS ont été créés il y a maintenant 45 ans, à l'initiative de Georges David. Les trois grands principes éthiques qui avaient été mis en place à l'époque pour développer cette activité et pour, je dirais, l'accepter moralement à la société, c'était le bénévolat, la gratuité et l'anonymat. Et ces principes avaient été appliqués à l'époque parce que ça correspondait aux principes de tous les dons d'éléments du corps humain, qu'il s'agisse d'organes, de tissus, de sang ou autre. C'est vrai que là, c'est un principe éthique fondamental, c'est qu'on place le corps humain en dehors du système économique ou du système marchand. Et que donc, c'est bénévole. Et en plus, on fait ça de manière anonyme parce que c'est un don qui représente une certaine forme de désintéressement, et que donc ça ne doit pas générer des liens particuliers, complexes, qu'il y aurait entre les donneurs et les receveurs, si je veux dire. Et donc c'est le principe qui avait été mis en place. Alors il se trouve qu'aujourd'hui, 45 ans après, la situation a évolué pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a quelques enfants, ils ne sont pas très nombreux, mais il y a quelques enfants qui revendiquent la possibilité d'accéder à des informations sur les donneurs et les donneuses, puisque ça concerne dans les donneuses d'ovocytes que les donneurs de sperme. Alors là, il y a différents types d'informations qui sont en jeu, des informations de type médical, les antécédents médicaux des donneurs et des donneuses, est-ce qu'ils sont porteurs de problèmes génétiques qui représentent un risque pour la santé de l'enfant, etc. Donc il y a des informations médicales. Cela dit, ces informations peuvent être parfaitement délivrées aux personnes sans lever l'anonymat, puisque les médecins ont les informations dans leur dossier qui pouvaient donner tout ce que les enfants et les parents souhaitaient de ce point de vue-là. Ensuite, il y a un deuxième niveau qu'on appelle les informations non identifiantes. Les informations non identifiantes, c'est un certain nombre d'informations qui ne sont pas médicales, mais qui peuvent intéresser et les parents et les enfants. Par exemple, la taille de la personne, si le donneur ou la donneuse a des enfants, le type de métier qu'il fait, enfin des informations qui donnent un peu le profil de la personne qui donne ses gamètes, son sperme ou ses ovocytes. On peut aussi imaginer que dans ces informations non identifiantes, des informations qui concernent les motivations des donneurs et des donneuses. C'est vrai que ça peut être intéressant pour les personnes concernées de savoir pourquoi le donneur ou la donneuse a donné. Et ça pouvait se faire comme ça se fait dans d'autres pays comme en Suède, où quand quelqu'un donne, on lui demande de rédiger quelques lignes, 5 lignes, pour dire pourquoi il donne, en lui disant que cette information pourra être donnée aux enfants s'ils le souhaitent, sans relever son identité. Donc ça fait partie des informations non identifiantes. Et puis le troisième niveau, c'est de connaître l'identité des donneurs et des donneuses. Et connaître l'identité des donneurs et donneuses, c'est avec un but précis, c'est de pouvoir les rencontrer. Et parfois d'établir un lien entre les donneurs, les donneuses et les enfants.
Là, on rentre dans un autre domaine qui est un peu inconnu. Parce qu'à partir du moment où ces liens se développent, quelle est la nature de ces liens? Quelles vont être les conséquences de ces liens pour les personnes directement concernées, mais aussi pour l'entourage? Par exemple, pour les propres enfants du donneur ou de la donneuse, pour le compagnon, la compagne, les parents, etc. Donc, il y a vraiment, on crée quelque chose de nouveau dans les relations interpersonnelles adulte-enfant qui est très particulière. Et donc, un certain nombre de personnes pensaient que là, il vaut mieux que ce soit anonyme. Mais l'anonymat, il n'est plus possible aujourd'hui. Et donc, il faut savoir qu'on ne peut plus garantir l'anonymat, qu'on ne peut plus maintenir l'anonymat. Pourquoi? Parce que il y a des sociétés à travers le monde, notamment aux États-Unis, qui font des tests ADN sur simple demande. Vous pouvez prélever des cellules de la joue, de la cavité buccale, sur un goupillon, les envoyer dans un tube qu'on vous aura fourni à une société américaine et qui va faire l'analyse de votre ADN, qui va faire votre cartographie ADN. Et une fois qu'ils ont ça, ils vont pouvoir comparer votre ADN à des bases de données extrêmement étendues, puisque ces différentes sociétés travaillent entre elles et qu'elles ont accès à des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'ADN de personnes. Et par des recoupements, ils arrivent à établir des liens entre votre ADN, celui qui est décédé, et des apparentés. Et de cette manière, ils vont pouvoir vous désigner quelqu'un qui peut être votre père génétique ou votre mère génétique ou qui est un apparenté génétique. Et donc, aujourd'hui, il y a des outils techniques qui permettent de le faire. Il y a des outils, je dirais, commerciaux, parce que ces sociétés font du commerce avec ça, qui permettent d'y accéder. Et c'est libre d'accès. Vous pouvez aller sur Internet et trouver ça. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, et d'ailleurs, des jeunes qui l'ont fait en France, au cours des derniers mois, dernières années, et qui ont pu, par cet intermédiaire, trouver leur donneur. Donc, aujourd'hui, il faut savoir qu'on ne peut pas garantir à quelqu'un qui donne que l'enfant qui naîtra ne retrouvera pas son identité. Donc, à mon avis, sachant ça, il faut qu'on fasse évoluer le système. Il faut que les gens aient conscience que c'est possible. Et ce qu'il faut, c'est, je dirais, accompagner ceux qui se posent ce genre de questions, essentiellement les enfants. Et il faudrait mettre en place des structures comme on l'a fait pour l'adoption. Puisqu'on a créé, il y a un bon nombre d'années maintenant, le CNAOP, qui est le Comité national d'accès aux origines personnelles, et qui permet aux enfants adoptés dans la mère à accoucher sous X de pouvoir avoir des informations et de retrouver éventuellement la femme si elle est d'accord pour donner son identité à l'enfant. Mais ce qui est très important, c'est qu'il y a une structure qui est là pour prendre en charge la demande de ces enfants. C'est pas simplement accéder à ces origines, c'est pas simplement donner un numéro de téléphone, c'est accompagner les personnes. Donc il y a des prises en charge psychologiques, il y a des prises en charge sociales qui d'ailleurs ne débouchent pas toujours sur le fait de donner l'identité de la personne. Mais je dis que pour ces enfants nés de dons de gamètes, dons de sperme et dons d'ovocytes, il faudrait que la même chose soit mise en place. Et ça, il faudrait que ce soit fait, je dirais, en fonction des besoins. Il y a une mesure qui me choque dans le projet de loi, c'est qu'on lève l'anonymat et qu'on dit, mais ça sera quand l'enfant aura 18 ans qu'il aura la possibilité de demander. Pourquoi 18 ans? Si un enfant, parce qu'il a des troubles de formation de son identité, de son développement, a besoin de ce type d'information, bah, ça peut être avant 18 ans. C'est pas à 18 ans qu'on commence à se développer et à former son identité. Donc si un enfant a vraiment besoin de ça, on pourrait imaginer qu'avec ses parents, là aussi il faut faire confiance aux parents, on puisse éventuellement mettre en relation, enfin trouver l'identité, mettre en relation l'enfant et ses parents. Et donc, je crois qu'il faut vraiment repenser le système et pas concevoir ça comme une espèce de système automatique où, bon, alors à 18 ans, pas avant, l'enfant pourra demander et on va lui donner un numéro de téléphone, un contact. Et non, les choses doivent être plus subtiles que ça. Et d'ailleurs, l'expérience des autres pays
montre qu'il ne suffit pas de lever l'anonymat, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ça d'ailleurs, c'est au passage aussi une critique que je fais au projet de loi, dans tous les domaines, c'est que le projet de loi ne tient pratiquement pas compte de l'expérience des autres pays. Je n'arrive pas à comprendre comment les responsables politiques qui élaborent ces lois ignorent autant toute l'expérience acquise dans les autres pays. C'est vraiment dommage. Alors la loi prévoit quand même une structure, il y a une commission nationale qui s'occupera des demandes. J'espère que ça marchera. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi ils n'ont pas confié ça au CNAOP. Moi j'aurais augmenté les moyens. Ils ont l'expérience au CNAOP, hein. Ils savent faire ça. Et donc plutôt que créer là aussi un outil administratif de plus, hein, ils auraient pu dire que c'est là qui allait s'en occuper en lui donnant les moyens nécessaires pour le faire. Et sur la baisse des dons, la baisse du nombre de dons qui risque de résulter, la responsable actuelle des SECOS, elle évalue à 30%. C'est très difficile à évaluer. Toutes les études qui sont faites montrent qu'il y a un certain nombre de donneurs et donneuses qui, si ce n'était plus anonyme, ne donneraient pas. C'est vrai. Alors que les demandes vont augmenter théoriquement. Alors si en plus il y a une ouverture vers les couples de femmes et les femmes seules, il y aura plus de demandes. Dans tous les pays où ça s'est passé, il y a eu effectivement une augmentation de demandes. Et dans tous les pays, alors c'est là où il y a un vrai problème, c'est que si effectivement il y a moins de dons, on risque de s'orienter vers ce que j'appellerais une fourniture auprès de banques commerciales. Là aussi, on a des exemples étrangers. Par exemple, il y a des personnes qui vous disent, regardez, en Grande-Bretagne, il y a eu une baisse de dons au départ, et puis maintenant, il n'y a plus de problème, on a récupéré. Ce qui se passe, c'est qu'en Grande-Bretagne, un tiers des donneurs proviennent de banques commerciales américaines ou danoises. Donc effectivement, il y a des donneurs, mais dans quelles conditions sont recrutés ces donneurs? Donc, en fait, pour moi, il y aurait peut-être une baisse des donneurs, mais je crois que la capacité à avoir suffisamment de donneurs et donneuses pour pouvoir répondre à la demande, aux besoins, dépend avant tout des moyens qu'on donne pour sensibiliser la population et pour recruter des donneurs et des donneuses. Et c'est vrai qu'actuellement, on doit quand même noter que cette activité qui était faite par tous les SECOS avant ne peut plus être faite par tous les SECOS. Hein, elle a été confiée uniquement à l'Agence de la biomédecine, qui fait uniquement des campagnes nationales. Il n'y a pas de campagne dans tous les endroits. Et c'est vrai qu'en plus, ça dépend du bon vouloir de l'Agence de la biomédecine qui n'a pas une activité débordante dans le domaine. Par exemple, moi je trouve qu'elle consacre beaucoup moins de moyens à recruter des donneurs de gamètes qu'à recruter par exemple des donneurs de moelle osseuse. Donc là, je dirais que le recrutement des donneurs, ça dépend des moyens qu'on met sur la table pour pouvoir recruter des donneurs. Si on a des moyens pour informer, pour sensibiliser les hommes et les femmes qui sont en âge de pouvoir donner et en situation de pouvoir donner, il est probable qu'on arrivera à répondre à la demande. Parce qu'il n'y a pas un besoin extrêmement important de donneurs et de donneuses. Hein. Le problème d'ailleurs concerne beaucoup plus les donneuses d'ovocytes que les donneurs de sperme. Il y a très peu de donneuses. De ce point de vue-là, c'est spectaculaire. Hein. Le don d'ovocytes est autorisé depuis 1994 en France, et aujourd'hui, la majorité des femmes concernées doivent aller en Espagne, ou en Tchéquie, ou en Grèce pour pouvoir bénéficier d'un don d'ovocytes, parce qu'on n'a pas mis les moyens pour mettre en place. Imaginez que sur le don du sang, hein, on dise oui, le don du sang est possible, et qu'on n'ait rien fait pour collecter le sang. Pour faire le don du sang, vous voyez tout ce qu'il y a comme investissement pour pouvoir collecter le sang. Aller vers les gens, les informer, les sensibiliser. Sur le don de sperme ou le don d'ovocytes, vous ne voyez pas ça. Donc, il y a un travail à faire, mais il faut que les pouvoirs publics fassent ce qui est nécessaire pour que ça marche.